AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous recevons une femme engagée dans le monde de la santé, de la recherche et de la protection de l'enfance. Une voix forte, issue d'un parcours hors norme, Céline Gréco, chef du service de médecine de la douleur et de soins palliatifs à l'hôpital Necker Enfants Malades, membre du Conseil national de la protection de l'enfance et chercheuse à l'Institut Imagine. Mais avant de commencer cette conversation, place à notre éditorial. Et ce matin, je vous propose de nous engager pour les parcours qui résistent. Il y a des parcours qui imposent le respect, des vies qui commencent dans l'obscurité et qui pourtant trouvent quelque part une ligne d'horizon. Des enfances cabossées, violentes parfois, qui ne s'effondrent pas, qui résistent, mieux encore, qui construisent. Il y a celles et ceux qui, malgré la solitude, les failles des institutions, l'indifférence, avancent, qui s'accrochent à un rêve, à une idée, à un cap, et qui un jour deviennent médecins, chercheurs, enseignants, artistes, chefs d'entreprise. Ils et elles sont la preuve que la douleur peut se transformer, que la chute n'est pas une fin, que l'élan peut surgir là où on ne l'attend plus. Ces parcours d'exception sont précieux. Ils nous rappellent que la volonté existe, que la rage de vivre peut déplacer des montagnes. Ils montrent ce qu'un être humain peut accomplir quand il ou elle trouve en soi ou autour de soi une ressource, un relais, une main tendue. Ils inspirent, ils donnent envie de faire mieux, de transmettre, de réparer. Mais ces récits-là nous rappellent aussi qu'à côté des trajectoires visibles, il y en a tant d'autres, plus discrètes, plus fragiles, parfois brisées, parfois oubliées. Et c'est à toutes ces trajectoires qu'il faut apprendre à faire une place. À ceux qu'on n'a pas vus, à celles qu'on n'a pas entendues, à ceux pour qui le rêve était trop loin, la douleur trop lourde, les obstacles trop nombreux. À celles qui n'ont pas eu de chance, pas eu d'issue, pas eu d'aide. Ceux-là aussi existent. Et leur silence ne vaut pas moins que la réussite des autres. S'engager, c'est tenir les deux ensemble. C'est célébrer les forces exceptionnelles, oui, mais sans jamais les ériger en normes. C'est refuser que la lumière masque des angles morts. C'est reconnaître la valeur de toutes les trajectoires, y compris celles qui ont du mal à émerger. Parce qu'une société juste n'est pas celle qui valorise uniquement les survivants, c'est celle qui protège aussi les vivants. Mon invitée aujourd'hui est médecin, chercheuse à l'Institut Imagine, chef de service à l'hôpital Necker Enfants Malades et engagée au plus haut niveau pour la protection de l'enfance. Bonjour Céline Gréco. Bonjour. Alors, vous dirigez l'unité de la douleur et des soins palliatifs de l'hôpital Necker Enfants. Vous êtes membre du Conseil national de la protection de l'enfance, fondatrice de l'association Impact et porteuse d'un projet inédit en France, un centre de santé dédié aux enfants placés. Avant de parler de vos engagements et de ce projet, je voudrais revenir avec vous sur ce qui sans doute est à l'origine de tout, votre propre histoire. Votre combat pour la protection de l'enfance vient d'un vécu personnel, d'une expérience douloureuse, fondatrice. J'aimerais, si vous l'acceptez, qu'on puisse commencer par là. Oui, absolument. En fait, moi, j'ai été victime de violences de la part de mon père, en fait, depuis toute petite. Enfin, de mes premiers souvenirs, dès l'âge de 4 ans, en fait. Des violences qui ont été physiques et psychologiques et qui se sont aggravées au fur et à mesure du temps. Et en fait, venant d'un milieu très favorisé, j'ai pas été repérée, en tout cas très tardivement. Alors que, vous voyez, par exemple, je manquais beaucoup l'école, j'étais très absente, notamment bien sûr en gym et à la piscine, alors que bon, c'est quand même des lieux où on peut repérer des violences physiques. Et voilà, le fait de venir d'une famille favorisée signifiait probablement que ces violences-là ne pouvaient pas exister. Et donc, il a fallu que j'attende l'âge de 14 ans et le regard bienveillant d'une infirmière scolaire quand j'étais en seconde pour finalement être sauvée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, sauvée puis placée à l'aide sociale à l'enfance. Alors, pendant des années, comme trop souvent, vous venez de dire, vous avez émis des signes, des alertes, des signaux faibles, même peut-être au-delà. Est-ce que ce silence est toujours le même pour vous aujourd'hui ? Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, on a appris à écouter la parole des enfants ? Alors non, je pense pas. En fait, le problème, c'est que le silence, il est complexe. Quand j'étais petite, par exemple, quand j'étais en maternelle, en primaire, je pensais que ce que je vivais, c'était normal. J'étais persuadée que c'était comme ça dans toutes les familles et que si j'en parlais, par exemple, à une institutrice ou à des amis adultes de la famille, ils allaient me dire « mais de quoi tu te plains vraiment, franchement, c'est comme ça partout ». Et donc, j'ai pas parlé parce que justement, je pensais que c'était normal. Et quand j'étais au collège, un peu plus grande, où là, j'ai commencé à comprendre que ce que je vivais à la maison, c'était pas normal, alors j'ai pas non plus parler parce que j'avais peur du coup de trahir ma famille, de causer du tort à mes parents. Et donc voilà, j'ai essayé de semer des petits cailloux en étant toujours la dernière à sortir de cours. J'avais
très fréquemment mal au ventre, mais je n'arrivais pas à parler. Donc en fait, on attend des enfants qu'ils parlent. Et je pense que c'est là notre erreur, c'est qu'en fait, un enfant qui est victime de violence, il parle très difficilement. C'est plutôt à nous de changer notre regard et c'est aux adultes, en fait, d'ouvrir les yeux et les oreilles. D'aller chercher C'est ça, cette parole. ouais. Les violences, elles étaient physiques, elles étaient psychologiques, elles étaient de quel ordre? Elles étaient de tout ordre. Voilà, et ce, voilà, depuis l'âge de 4 ans. Et encore une fois, voilà, c'est un enfermement. Enfin, quand on n'est pas regardé, quand personne pose un regard bienveillant, en fait, on s'enferme dans une espèce de silence et dans une espèce de routine, finalement, où finalement tout devient normal et routinier. Et c'est comme ça que ça dure des années et des années et des années, jusqu'à ce que, en fait, moi, ce qui m'a sauvé la vie, c'est que, comme j'étais très épuisée de cette situation, j'ai cherché par moi-même des solutions. Et en fait, la solution que j'ai trouvée, c'était de me dire que si j'arrêtais de manger et que je maigrissais beaucoup, alors mon père se rendrait compte que j'étais malheureuse et changerait. Bon, c'était très utopique, mais néanmoins, je suis allée jusqu'au bout de cette idée, donc j'ai effectivement beaucoup maigri. Et c'est pas du tout mon père qui a été alerté, mais c'est cette infirmière scolaire. Et donc finalement, j'ai apporté moi-même la solution à mon sauvetage, si je puis dire. Oui, beaucoup maigri, hein. Vous pesiez 30 kilos à l'époque. Exactement, hein. ouais, Vous avez été kilos. placé, donc c'était on ne peut plus alarmant. Donc cette infirmière qui a joué un rôle, cette infirmière scolaire qui a joué un rôle très important, a permis que vous soyez placé à l'aide sociale à l'enfance. Comment vous avez vécu cette décision? Ça a été très violent. C'est-à-dire que, en fait, j'étais pas préparée. Moi, dans mon idée, telle que je le pensais, j'allais aller chez ma tante maternelle. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvée à la brigade des mineurs, dans le 78, avec une valise. Et puis, j'ai été exfiltrée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, vers l'hôpital Mignot de Versailles, allongée sur le siège passager de deux lieutenants. Et je me suis retrouvée en placement secret à l'hôpital Mignot, avec tout d'un coup une rupture extrêmement brutale avec ma mère et ma sœur. Et ça a été terriblement difficile. Franchement, j'ai souffert d'une solitude terrible de me retrouver là dans cette chambre de pédiatrie sans avoir la possibilité de les contacter, sans savoir ce qu'elles devenaient aussi. Parce que finalement, pendant toute cette période-là, mon père a été placé en garde à vue et moi, j'avais aucun contact avec ma mère et ma sœur. Donc je me disais, si ça se trouve, elles sont mortes. Enfin, voilà, une énorme solitude, une énorme angoisse. Mais bon, est-ce qu'il y avait d'autres façons de faire? Je sais pas finalement. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de mois avant de pouvoir les appeler, avant de pouvoir les voir surtout. Et donc, voilà, ça a été un placement très brutal. Alors aujourd'hui, avec mon regard d'adulte, encore une fois, je veux dire, ce placement m'a sauvé la vie, mais il a été très brutal. C'est assez au secret, ça veut bien dire pour les auditeurs que la famille ne savait pas où vous étiez. J'étais ni classée votre mère, sous ni X. votre... En fait, à l'hôpital, dans le tableau des chambres, il y avait les noms des enfants. Et puis pour moi et un autre petit garçon qui s'appelait Franck, c'était marqué X. Alors vous arrivez à 14 ans dans un foyer. Vous y restez jusqu'à l'âge de 18 ans. Chaque matin, vous leviez à 4h30 pour arriver en cours à 8h, parce que votre lycée était à 2 départements. Exactement. Oui, alors, vraiment, là aussi, bravo, va-t-on dire. Avec le recul, qu'est-ce que vous gardez de ces années ? En fait, j'ai pas fait qu'un lieu de placement, comme beaucoup d'enfants, j'en ai fait 4. C'est-à-dire que d'abord l'hôpital, puis ensuite une famille d'accueil d'urgence, puis ensuite un service d'accueil d'urgence où je suis restée assez longtemps et plus que le temps prévu, puis un dernier foyer, donc quand même en 4 ans, 4 placements, voilà, c'est pas simple non plus. Et effectivement, le dernier foyer était à 2 départements de mon lycée, et je voulais pas changer. En fait, j'avais fait un lycée en première, et je voulais pas que le changement de lieu de placement me fasse changer de lycée entre la première et la terminale, parce que j'avais des amis déjà, et puis j'avais le bac à passer. Donc voilà, j'ai dû m'adapter en faisant ces temps de trajet de 2h30 le matin et 2h30 le soir. Ça a été, encore une fois, difficile. Encore une fois, et c'est aussi pour ça que je m'engage aussi, je faisais, comme je vous le disais, 31 kilos quand je suis arrivée à l'aide sociale à l'enfance, et je n'ai pas été pris en charge ni sur le plan médical, ni sur le plan psychologique. Donc j'ai dû m'en sortir un petit peu toute seule. Mais néanmoins, ce placement-là m'a permis de retrouver une sorte de personnalité et de savoir un peu plus qui j'étais. Parce que jusqu'à ce que je sois placée, j'avais cette image de moi d'être une serpillière. Et j'avais l'impression que j'étais un truc moche et sale dont on se sert et qu'on jette. Vraiment, c'était cette image-là. Et les années de placement, même si elles n'ont pas été faciles, m'ont permis finalement de m'en sortir par moi-même en tant qu'être humain. Donc voilà, donc il y a eu toutes ces failles du système, c'est sûr, mais
j'en ai fait une force quand même et ça m'a permis quand même de me reconstruire. Et puis il y avait un cap, il y avait un rêve né très tôt, celui de devenir médecin. Vous l'avez souvent décrit comme votre étoile du berger, c'est qui vous a permis de tenir debout. Alors comment est-ce qu'on parvient dans ce contexte, qui était le vôtre, à gravir toutes les marches jusqu'à devenir chef de service dans un grand hôpital parisien? En fait, c'est vrai, vouloir être médecin, en fait, c'est ce qui m'a tenue. En fait, très vite, très petite, en fait, j'ai compris que c'était vraiment marche ou crève. Et moi, je voulais pas mourir. Et donc, ça a vraiment été mon étoile du berger. Chaque journée passée à la maison à subir des violences, quand je me couchais le soir, je me disais, je vais m'accrocher parce que je serai médecin. Et ça m'a vraiment tenue. Et donc, je me suis battue pour ça. Je me suis battue pour survivre, pour être médecin quand j'étais à la maison. Et je me suis battue pour ne pas lâcher ma scolarité non plus quand j'étais placée à l'aide sociale à l'enfance, avec cet objectif en tête. Et c'était mon unique objectif. Et donc, voilà, je me suis battue comme un lion pour ça. Et quand j'ai réussi, en tout cas, à accéder à ces études de médecine, à être reçue en première année, puis à l'internat, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'engager. Puis après, les choses se sont faites, j'ai envie de dire, un peu plus normalement et un peu comme pour tout le monde. On gravit les échelons, on est interne, et puis après, on est chef de clinique, et puis après, on devient praticien hospitalier. Voilà. Donc, je dirais que jusqu'à la première année de médecine, j'ai dû me battre. Mais après, finalement, je suis devenue quelqu'un de lambda, entre guillemets, et j'ai gravi les échelons comme tout le monde. Alors, de lambda, je suis pas sûre, mais en tout cas, vous êtes rentré dans le système, on va dire, dans un système qui vous a permis d'acquérir ces fonctions. Alors, en 2022, vous créez l'association Impact, avec un objectif clair, accompagner les enfants et des jeunes placés par l'ASE dans tous les domaines de leur vie, santé, scolarité, insertion et culture, et Dieu sait si nous en avons besoin. Alors, qu'est-ce qui vous a incité à bâtir quelque chose en dehors de l'hôpital? Et que fait Impact concrètement? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, comme vous l'avez dit, j'ai été élue membre du bureau du CNPE, donc Conseil national de la protection de l'enfance, à sa naissance, en fait, en 2017, suite à la loi de mars 2016. Et puis, j'y ai monté, en 2017, la commission santé de l'enfant en protection de l'enfance. Et de fil en aiguille, en fait, on a réfléchi avec le groupe santé de l'enfant à mettre en place dans les hôpitaux, d'ailleurs, au début c'était les hôpitaux pédiatriques, des équipes mobiles hospitalières référentes en protection de l'enfance. Et pour mettre en place ces équipes mobiles qu'on avait appelées les équipes Pacte en 2021, j'ai reçu le soutien de la Fondation des hôpitaux et de Madame Brigitte Macron. Et ces équipes donc, ont pu naître grâce à la Fondation des hôpitaux et puis ont été pérennisées en UAPED, unité d'accueil pour les enfants en danger. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de monter Impact en me disant c'est incroyable, ça veut dire que quelque chose qui est financé par du mécénat, s'il fait la preuve de son efficacité, peut devenir une politique publique. Et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait. Je me suis dit, il faut qu'avec Impact, on arrive à montrer que nos projets fonctionnent et aident les enfants, et peut-être qu'un jour, ils deviendront des politiques publiques. Et donc, c'est pour ça, c'est suite à la pérennisation des équipes Pacte en UAPED que j'ai décidé de monter l'association avec 2 volets. Donc, comme vous l'avez dit, un volet santé pour la prise en charge de ces jeunes qui, aujourd'hui, risque de perdre 20 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui, et on le sait depuis 1998, que les enfants victimes de violences risquent de perdre 20 ans d'espérance de vie faute de soins précoces. Donc, on s'engage pour ça. Et aussi dans leur scolarité, l'accès à la culture et l'insertion professionnelle, puisqu'aujourd'hui, 45% des jeunes sans-abri de 18 à 25 ans sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc, c'est un drame humain terrible. C'est un drame humain, c'est un drame social, c'est un drame financier, c'est un drame sur tous les registres. Alors, vous avez accompagné plus de 2000 jeunes à travers l'Île-de-France. Bravo. Et puis, il y a ce projet majeur que vous portez, la création du premier centre d'appui à l'enfance, un lieu totalement inédit en France. Vous avez d'ailleurs posé la première pierre il y a quelques jours de ce lieu. Vous nous en parlez? Ça va se passer comment? Qu'est-ce qui va se passer avec ce lieu? En fait, l'idée des centres d'appui à l'enfance, c'était de partir de 2 constats. Premier constat, alors que c'est obligatoire depuis 2016, seulement 30% des enfants qui arrivent dans l'aide sociale à l'enfance, en fait, ont un bilan de santé à l'admission dans le dispositif. Donc, pas de bilan, pas de diagnostic, donc on ne peut pas prendre en charge la santé de ces enfants. Et ensuite, on sait aussi que seulement 10% des enfants de l'aide sociale à l'enfance ont un suivi de santé. Enfin, ça veut dire que 90% de ces enfants n'en ont pas. Quand, encore une fois, on sait derrière qu'il y a ce risque de perdre 20 ans d'espérance de vie. Et donc, j'étais allée voir ce qui se faisait notamment au Canada, aux États-Unis ou encore en Allemagne. Et ils avaient monté des centres d'appui à l'enfance qui sont des centres de santé dédiés à ces enfants. Et donc, ce qu'on fait avec ce premier centre d'appui à l'enfance qui s'appelle Asteria, c'est
en fait un centre de santé, donc régional, basé à Paris, dans le 12e arrondissement de Paris, grâce à la ville de Paris, qui nous met à disposition une maternelle, une ancienne maternelle. Et donc, c'est de faire de ce centre un centre régional, expert dans le trauma complexe, qui pourra faire l'ensemble des bilans de santé à l'admission dans le dispositif des enfants de la protection de l'enfance. Et à partir de ces bilans, de déterminer des parcours de soins coordonnés, gradués aux séquelles de ces enfants, adaptés, et qui permettra de suivre ces enfants sur un temps suffisamment long pour leur permettre d'aller mieux. Et ce centre résulte d'un partenariat avec la PHP et Impact. Et je trouve que c'est ça qui est beau aussi, c'est que c'est un partenariat public-privé qui est réussi. Et comment les enfants vont arriver dans ce centre ? C'est-à-dire, ils seront, entre guillemets, bien sûr, sélectionnés ? Ou comment ça va se faire, le dispositif ? C'est le département qui va vous les envoyer ? L'idée, c'est de prendre en charge tout de suite pour les bilans les enfants dès qu'ils arrivent dans le dispositif de protection de l'enfance. Donc, en fait, les enfants nous seront adressés par les structures qui les hébergent, tout simplement, par les éducateurs référents, par les directeurs des maisons d'enfants, des foyers d'urgence. Enfin, l'idée, c'est que ce soit les travailleurs sociaux au contact de ces enfants qui puissent les adresser au centre dès leur arrivée dans le système de protection de l'enfance. Et bien sûr, je sais bien qu'on va pallier aussi aux urgences et qu'on va aussi avoir un afflux massif d'enfants qui actuellement sont déjà placés mais qui ne vont pas bien. Alors, ce projet s'inscrit dans une réalité que beaucoup de Français ignorent encore. Et le rapport parlementaire d'Isabelle Santiago, publié récemment, dresse un constat très dur. Enfants ballottés de lieu en lieu, placement précaire, rupture de suivi, violence, jeunes majeurs livrés à eux-mêmes dès 18 ans. Vous siégez au Conseil national de la protection de l'enfance. Vous êtes médecin. Vous avez vous-même été placé. Qu'est-ce que ça dit, ce rapport ? Qu'est-ce que ça révèle en creux de notre regard collectif sur ces enfants ? Moi, je trouve que ce rapport, il arrive au bon moment. Il a été extrêmement bien travaillé. Il est fondamental. Je trouve qu'il y a un avant et un après ce rapport, aussi parce que finalement ce rapport a permis la création du comité de vigilance des anciens enfants placés et donc de donner plus la parole, je trouve, à des jeunes souvent invisibilisés. Donc la conjonction de cette mise en place du comité de vigilance des anciens enfants placés et le travail qu'a fourni Isabelle Santiago pour ce rapport, je trouve, en fait, nous explose à la figure, en fait. Il dit à la société, ouvrez les yeux, regardez les drames qui se jouent sous vos yeux, et ça désinvisibilise, si je peux dire, je trouve, ces enfants. Et d'ailleurs, on n'a jamais autant parlé de la protection de l'enfance que depuis que la commission d'enquête s'est mise en place. Donc, j'ai un espoir fou, et peut-être qu'il n'est pas si fou, que enfin la société change de regard sur ces enfants et qu'enfin les choses changent pour ces enfants. Eh bien, votre espoir, je le partage pleinement. On a fait beaucoup d'émissions sur l'AGE, sur la protection de l'enfance. J'espère aussi que les choses vont bouger. En tout cas, vous nous obligez à regarder en face que la société a préféré ignorer très longtemps. Et c'est sans doute là la force de l'engagement. À dimanche prochain. Je vous souhaite un excellent dimanche à tous et à toutes. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.